Il faut faire sa place à cette émotion et surtout ne pas se comporter de manière arrogante. Pourquoi vous dites ça ? Parce que souvent, j'ai l'impression que on ne sait pas bien parler, bien que c'est en détail. Je n'ai pas l'intention de faire une polémique, mais je veux dire, les Marocains sont un peuple souverain, adulte, fort. Le Maroc a des techniciens, a des hommes et des femmes de très haut niveau. Ils savent s'organiser. Le roi connaît son affaire. Alors on peut peut-être lui faire d'autres reproches, mais pas celui-là. Il connaît son affaire. Et ils se sont immédiatement mis au travail pour savoir comment prendre l'aide. Et moi, j'étais un peu choqué, je vous parle franchement, de voir qu'on était là à dire « Comment, vous voulez pas de notre aide ?» Laissez quand même le temps aux gens de s'organiser. Parce que sinon, c'est la cohue. Si tout le monde arrive avec ses avions, ses hélicoptères, ses camions... Oui, le problème, c'est qu'ils ont accepté l'aide de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats arabes. Je crois que... pardon, Caroline Roux, je ne veux pas vous démentir, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont commencé par étudier tous ceux dont ils avaient besoin. Quels étaient les problèmes les plus immédiats? Ils ont une expertise. Donc, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Notamment, ça, allez, venez tous, tout le monde fait son truc. Donc, ils ont commencé par prendre dans les offres qui leur étaient présentées ceux qui correspondaient à l'urgence dont ils avaient besoin. Les Français seront appelés le moment venu. Après qu'il y ait d'autres paramètres qui interviennent, c'est certain. Quand même. Agnès Levallois, c'est vrai qu'il y a un enjeu diplomatique aussi quand même à appeler un pays à l'aide, plus que d'ailleurs ses habitants. C'est pour ça qu'on voit bien que les associations peuvent apporter leur aide sans aucun problème. Je voudrais juste un petit mot sur ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, et ce qui est partagé, je crois, ce soir, c'est cet élan de solidarité incroyable. Le Maroc est un pays puissant, est un pays fort, qui compte dans la région et qui, ce soir, fait bloc. Quelles que soient les classes politiques, les Marocains sont ensemble. Oui, absolument. Mais ça, c'est très caractéristique aussi du mode de fonctionnement du Maroc. C'est-à-dire que les Marocains sont très attachés au royaume, sont très attachés au roi. Et en cas de difficulté, ils vont évidemment serrer les rangs et faire bloc autour de ce qu'ils sont, de leur histoire, et pour être en mesure de répondre aux défis incroyables qui se posent à eux. Maintenant, que la diplomatie est un côté, la diplomatie humanitaire soit une réalité, oui, bien sûr, et que le Maroc qui sait effectivement, et je partage complètement l'analyse selon laquelle le Maroc a une protection civile extrêmement performante avec des gens formés. On n'est pas dans le cas de figure du séisme en Syrie, par exemple, il y a quelques mois, où en absence d'État, c'était un bazar pas possible de savoir comment pouvoir faire acheminer de l'aide. Dans le cas du Maroc, on a des infrastructures administratives, politiques qui fonctionnent. Voilà. Maintenant que le Maroc préfère faire appel à certains partenaires plutôt que d'autres, parce que la relation en ce moment est compliquée entre Paris et Rabat, oui, c'est aussi une réalité avec laquelle on compose. Mais l'important, c'est que ça n'empêche pas les ONG françaises de pouvoir apporter leur aide et de pouvoir travailler. Donc là, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre des ONG et de ce qui est de l'ordre étatique. Vous avez raison de dire qu'il y a, comme dans tous les pays, vous avez des tensions. Vous avez des tensions très vives, il y a eu des conflits sociaux. Mais la maturité du peuple marocain, c'est d'être capable, dans une situation comme celle-là, de surmonter ça. Et en particulier, en détail, mais qui n'est pas qu'en détail. Nous sommes dans une zone qui est adossée à l'Atlas, donc nous sommes sur les populations berbères et de mélange de populations. Et vous n'entendez pas parler de la moindre conflictualité de village à village ou de tribu à tribu. Nous, Français, nous serions incapables de ça. Et la pagaille qui a régné dans les Alpes de Haute-Provence, si vous vous souvenez, la dernière fois qu'il y a eu un épisode méditerranéen, c'était consternant. On avait l'impression qu'on ajoutait nous-mêmes au désordre. Donc cette maturité, voilà. Encore un mot juste, et après j'en ai fini. À nous aussi de réfléchir sur le fait que nous sommes dans des zones sismiques. En France, nous en avons aussi. Oui. Nous avons à apprendre des Marocains. Deuxièmement, aucun pays n'est capable de s'équiper à lui tout seul des crises auxquelles il va falloir faire face maintenant, climatiques et autres. Donc, nous avons besoin d'organes de sécurité civile collective de la Méditerranée. Le président Sarkozy avait inventé quelque chose de génial, qui était l'Union méditerranéenne, que les Allemands ont transformé en 2 temps 3 mouvements en un machin qui sert à rien. Mais il faut revenir à cette idée d'une Union méditerranéenne du petit bassin pour s'entraider dans des cas comme celui-là. Bien. Axel Davezac. Oui, je voulais revenir parce que je pense quand même qu'il faut s'arrêter un instant. Il y a bien sûr les discussions entre États et les gens qui nous gouvernent, mais ce soir, vraiment, il faut laisser s'exprimer cette solidarité. Moi, ce dont je peux témoigner, en tout cas, c'est que tant les associations marocaines avec lesquelles nous travaillons que les gens ici en France,
ce qu'ils expriment juste, c'est de la gratitude, c'est l'envie d'être solidaire, d'être heureux, d'être généreux, sans se préoccuper d'autre chose, au fond, que comment peut-on aider et comment pouvons-nous juste adoucir un tout petit peu la situation. Et en particulier, actuelle. quand vous voyez les témoignages rapportés par Stéphanie Pérez, on se dit bien sûr qu'ils ont énormément de force. Ce qui vient, c'est pas drôle, hein, ce qui arrive là. Il y a une chose qui est très importante, si vous voulez, il y a l'urgence, il y a le moyen terme avec l'approche de l'hiver, mais le Maroc est un très grand pays et saura trouver aussi les solutions. Et puis, nous, à notre modeste place, en tout cas, nous pourrons contribuer avec les associations locales pour organiser le passage de l'hiver. Je ne veux pas qu'on laisse penser qu'il y a un sentiment anti-français parmi les Marocains. Ce n'est pas vrai. Il y a un problème dans la perception qu'il y a de la France en tant que nation, et surtout de son président de la République, mais il n'y a pas parmi les Marocains de sentiment anti-français. C'est pas leur manière d'être. C'est pas comme ça qu'ils vivent. Donc il y a une manière de s'adresser aux gens qui compte dans la façon de représenter la France. Alors nous sommes républicains, eux ils sont royalistes, mais on doit quand même arriver à se respecter. Le sujet, c'est que quand même... De Villepin. Bonjour. Plus de 2100 morts, autant de blessés et des dégâts considérables. Le bilan s'alourdit au fil des heures au Maroc après le terrible séisme qui a secoué le pays. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Vous y êtes né au Maroc, à Rabat. Qu'est-ce que vous ressentez après ce drame ? Une profonde émotion. Tout ce qu'on voit de la situation dans la région d'Alaouz, Marrakech, montre à quel point il y a un véritable drame, une tragédie qui s'est jouée en quelques secondes, et des villages entiers qui sont aujourd'hui ensevelis. Dans ce contexte, le magnifique élan qui s'exprime aujourd'hui à travers le monde, et particulièrement en France, parce qu'il faut mesurer cette relation si particulière qui existe entre la France et le Maroc. On va en parler. C'est pas seulement 2 millions de Marocains ou de binationaux vivant en France, c'est aussi 50 000 Français qui vivent là-bas et 4 millions de touristes chaque année. Donc c'est une relation d'une immense proximité, et c'est donc vraiment le cœur qui parle quand nous voyons cette souffrance qui s'exprime là-bas, dans un pays si cher. Vous avez des proches, des amis qui ont été touchés par le séisme ? Beaucoup de proches dans la région de Marrakech, pas touchés par le séisme, parce que ce sont plutôt des quartiers aux constructions fragiles ou des zones rurales qui sont les plus touchées, mais c'est une émotion considérable. Et ce sont les plus pauvres qui sont morts, disait hier l'écrivain franco-marocain Tahar Benjeloun. Vous faites le même constat ? Oui, bien sûr, parce que ce sont les maisons en pisé, les maisons en pierre sèche qui sont les plus fragiles. Et puis l'épicentre est dans le Haut-Atlas, donc toute cette région d'Alaouz est particulièrement touchée. C'est une région qui a déjà été éprouvée par d'autres séismes avec des lignes de fracture qui atteignaient aussi cette région. On se souvient évidemment en 1960 du drame d'Agadir. On se souvient du drame d'Al-Hoceima en 2004. Et puis dans les siècles plus anciens, la ville de Fès qui avait été rasée. Donc ce n'est pas une surprise, mais l'ampleur du drame, la soudaineté du drame, le désarroi des populations, et évidemment tout cela nous touche profondément. Tout le monde s'interroge ce matin sur le silence du roi Mohamed VI qui ne s'est toujours pas exprimé. La monarchie chérifienne ne fonctionne pas comme un pays comme la France. Le roi est un homme extrêmement discret, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas très présent au milieu de son peuple. Donc il faut bien se garder d'interprétations erronées sur ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. On parle d'une visite très prochaine, dans les prochaines heures, du roi du Maroc à Marrakech. Mais quoi qu'il en soit, il a réuni un cabinet de crise, l'armée mobilisé, le gouvernement est mobilisé, et la proximité du Maroc avec son peuple est quelque chose d'extrêmement important et quotidien. Il avait planté en 2004 sa tente à côté d'Al-Hoceima. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera au rendez-vous, bien sûr, dans ce drame. Dominique de Villepin, depuis le séisme vendredi soir, de nombreux pays ont tendu la main au Maroc pour offrir leur aide. Après un long silence, le Royaume a seulement accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Comment vous expliquez cette réserve ? Alors je crois que l'argument qui est mis en avant par les autorités marocaines est un argument sérieux, l'argument technique qui consiste à
faire en sorte que la planification des aides puisse garantir l'efficacité. Mais en Turquie, au mois de février dernier, cet argument technique ne valait pas. Oui, nous sommes là dans des villages très difficilement accessibles, pour ne pas dire inaccessibles dans certains cas, quand les routes sont effondrées. À cause des Et donc, un embouteillage d'aide n'aurait pas permis d'apporter davantage et au contraire aurait été contre-productif. Donc, je crois que c'est un argument très sérieux. Il faut planifier, organiser dans le temps pour s'assurer que tout cela sera efficace. Mais derrière ça, il n'y a pas une question de fierté nationale quelque part. On ne demande pas de l'aide à n'importe quel pays. On choisit qui on permet d'entrer chez nous. Alors là, il y a deux facteurs. D'abord, je ne veux pas faire de lien de cause à effet, ce serait déplacé dans ces circonstances. Mais il y a un contexte de très forte tension entre le Maroc et la France. Ces tensions, elles durent maintenant depuis longtemps. Il y a déjà eu dans le passé des difficultés entre la France et le Maroc, y compris sous le général de Gaulle. On se rappelle tous de l'affaire Ben Barka en 1965, mais il y en a eu d'autres, sous Nicolas Sarkozy, à la suite de la commande des F-16 et non pas des Rafales. Il y a eu des fritures, mais là, c'est plus tendu. Là, il y a une conjonction de facteurs. Il suffit de rappeler l'affaire des visas, il suffit de rappeler l'affaire d'espionnage du logiciel israélien, et les Marocains ont eu un sentiment d'instrumentalisation de cette affaire. L'affaire des visas, c'est la réduction par la France du nombre de visas délivrés. La réduction de moitié par la France. Désormais, l'affaire est réglée, la ministre des Affaires étrangères s'est rendue là-bas. L'affaire d'espionnage, c'est donc un logiciel israélien qui a été appliqué, qui aurait pu écouter un certain nombre de dirigeants français. Dont le président de la République, Emmanuel Macron. Et une condamnation du Parlement européen avec un sentiment d'incompréhension du côté marocain. Et puis, il y a bien sûr les relations avec l'Algérie. Les Marocains ont eu le sentiment que la France était pleine d'égards pour l'Algérie et n'accordait pas les mêmes égards au Maroc. Et puis, bien sûr aussi, l'affaire du Sahara occidental avec un changement de donne. Et là, il faut rappeler à quel point le Maroc a fait des progrès dans la dernière décennie, à la fois en croissance économique. C'est un pays qui a une croissance de 8-9%. Évidemment, après le Covid et la crise financière, les choses sont un peu plus compliquées. Mais c'est un pays aussi qui a aujourd'hui une aura internationale en Afrique. C'est la tête de pont vers les pays africains et des relations avec le Moyen-Orient qui ont été renouvelées à la suite des accords d'Abraham.